Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Les Russes ont-ils aidé Donald Trump à accéder au pouvoir? Une puissance étrangère peut-elle s'immiscer dans la présidentielle française par le biais d'Internet? Ces risques entre États font maintenant partie de ce que l'on appelle les nouvelles menaces. La cyberguerre, la cybercriminalité, tout le monde aujourd'hui est obligé d'y réfléchir et d'essayer de s'en protéger. Tout le monde, c'est-à-dire les États, les armées, les entreprises, les citoyens. Guillaume Poupard, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ANSSI, l'agence française chargée de la sécurité et du numérique en France. Première question, est-ce qu'effectivement un État peut attaquer un autre État et est-ce qu'on peut savoir qui fait quoi ? Les États s'attaquent entre eux, c'est une évidence. Qui plus est, dans une sorte de guerre qui est non déclarée, non révélée, très clandestine par certains aspects. Et c'est pas nouveau d'ailleurs. C'est quelque chose qui dure depuis plusieurs années. En fait, qui dure depuis que l'Internet, que le numérique a pris la place que l'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés. Alors du coup, quand vous voyez que les Russes auraient pu effectivement travailler sur l'élection américaine, c'est quelque chose qui vous semble parlant? C'est quelque chose dont vous pouvez apporter la preuve? Alors les Russes, je ne sais pas. C'est clairement pas mon rôle d'accuser un tel ou un tel. Ce qu'on a vu dans l'élection américaine, c'est que des pirates, des attaquants informatiques, étaient rentrés au sein des réseaux informatiques, dans les messageries notamment du comité démocrate qui pilotait la campagne pour Hillary Clinton, et qu'ils ont volé cette information, non pas pour en faire un usage propre, comme c'est le cas habituellement, mais bien pour le révéler et porter atteinte à l'image de la candidate. Et ça, c'est une menace nouvelle qui est intéressante parce que on voit qu'aujourd'hui, par des moyens informatiques, on peut chercher à déstabiliser une démocratie, notamment dans le cadre de son processus électoral, comme aux États-Unis. Alors nous sommes en France en campagne présidentielle. On surveille ça avec attention en ce moment? On surveille ça de très près, évidemment. L'ensemble de l'État est mobilisé. Nous avons indiqué aux différentes équipes de campagne quels étaient les risques. C'est quelque chose dont on parle avec les différents ministères concernés, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Affaires étrangères, avec la commission de contrôle qui veille à l'équité également du bon déroulement de l'élection. C'est pris très au sérieux, c'est compliqué, objectivement, parce qu'il faut protéger plein de types d'acteurs différents en même temps, mais quelque part, il faut s'y préparer, parce que le risque est bien réel. Je ne sais pas si ça va se produire, je ne le souhaite pas, mais il faut s'y préparer de manière à bien réagir le jour où on a un véritable problème qui se produit. Quand l'attaque se produit, elle vise quelqu'un, alors forcément, les dégâts, on peut les constater, mais vous, qui êtes une agence justement qui vous occupez de ça, vous avez la possibilité d'aller chercher réellement qui est derrière ? Alors c'est un travail vraiment d'expertise technique qui se fait en amont. On peut faire des tas de choses. Ce que l'on fait aujourd'hui à l'ANSSI, on développe des capteurs, ce qu'on appelle des sondes, qui regardent tout ce qui rentre et ce qui sort des ministères, pour faire simple, et qui cherchent dans cet immense mode de foin numérique, qui cherchent les aiguilles correspondant aux attaques, aux indices d'attaque. Donc ça, on le fait, on protège les ministères comme ça, on détecte beaucoup d'attaques. Alors, on est ravi de détecter, ça c'est le côté positif. On est plutôt inquiet quand on voit le nombre d'attaques qui viennent de tous les coins du monde, très clairement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'État à protéger. Les entreprises doivent être protégées. Dans le cadre des élections, les partis politiques doivent être protégés. Ce sont des structures qu'on n'a pas l'habitude de protéger d'un point de vue informatique. Donc on doit inventer un nouveau mode de fonctionnement. Et puis on doit aussi les convaincre que c'est bien à eux de faire des démarches pour se protéger, que tout ne viendra pas de l'extérieur. On ne va pas pouvoir mettre une sorte de mur autour de leur système d'information pour les protéger eux-mêmes. Ils ont un vrai rôle à jouer dans ce cadre-là. Alors, pour l'instant, on est sur la stature des États. Effectivement, on doit mettre une politique très pointue de plus en plus les uns avec les autres. Tout le monde est concerné, tout le monde peut être ciblé, donc les États peuvent être ciblés. L'ANSSI est vraiment en pointe pour protéger l'État, les administrations, les ministères français. On coopère d'ailleurs avec des homologues étrangers qui font exactement la même chose dans leur pays. L'étape d'après, c'est de protéger les entreprises, à commencer par celles qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, ces entreprises qui sont vraiment vitales pour le fonctionnement de la nation. Les transports. Les hôpitaux, les transports, l'énergie, l'industrie, la finance. Malheureusement, le champ est très très large de ce qu'il faut protéger. L'eau potable, par exemple, on peut imaginer une attaque forte là-dessus. Exactement. Malheureusement, les scénarios sont extrêmement multiples. Quelqu'un qui voudrait porter atteinte à la sécurité nationale peut le faire par plein de biais en utilisant le numérique, typiquement. Et donc, typiquement, on a des coopérations fortes avec tous ces opérateurs, de manière à leur dire, ben voilà, protégez-vous, voilà comment il faut faire. On l'impose même par la loi. On est le premier pays au monde à le faire de manière comme ça, très, très, très stricte, en disant, c'est trop grave, on ne peut pas juste vous donner des conseils, il faut également vous forcer un petit peu. Mais en face, j'ai des gens qui sont extrêmement motivés parce qu'ils ont compris quel était le risque. Donc la loi les aide à faire. Ça, c'est le premier étage du régalien, quelque part, c'est-à-dire s'occuper de vérifier que la vie du citoyen ne sera pas impactée. Exactement. Et le protéger au maximum. Exactement. Santé, éducation, transport, énergie. Ça, c'est... Deuxième étape du régalien, dans ces cas-là, c'est quoi maintenant? Après, on a tout le reste de l'économie, bien évidemment, jusqu'aux PME. Les PME sont aujourd'hui les premières cibles. On voit beaucoup d'attaques informatiques. On n'y pense pas, ça, effectivement. On pense que c'est les
grandes entreprises du CAC 40 qui sont cotées en bourse. Et quand je suis cynique, je dis une PME qui se fait attaquer, c'est un fait divers. Si on a 5% des PME françaises qui se retrouvent bloquées dans leur activité demain à cause de logiciels malveillants, de virus, de ce qu'on appelle des malwares qui vont chercher à voler leurs informations ou à les détruire, c'est vraiment une question de sécurité nationale. C'est pour ça que là également, on est sur le pont quelque part pour chercher à les protéger avec des moyens qui doivent s'adapter parce qu'on ne protège pas une PME ou un artisan comme on protège, comme vous le disiez, une grande entreprise du CAC 40. Donc on doit avoir comme ça plein de solutions un petit peu différentes. Et puis ça coûte cher, non Ça coûte de l'argent. Oui. Ça coûte de l'argent indéniablement. Le rêve un petit peu d'une sécurité qui serait dans l'épaisseur du trait budgétaire, c'est un rêve qui est dépassé. Aujourd'hui, on compte entre 5 et 10% des budgets informatiques qui devraient être consacrés à la sécurité, ce qui est énorme. Quand on regarde ce que sont les montants des budgets informatiques, c'est absolument énorme. Mais les menaces sont tellement fortes, venant d'États, venant de mafias, venant de groupes très agressifs, que c'est vraiment indispensable si on veut se protéger dans la durée et si on veut vraiment être capable de faire un développement numérique dans la durée. Mais comment est-ce que vous arrivez à convaincre un patron d'une petite PME, un artisan? Parce que si vous vous adressez à un grand groupe qui fait en partie du travail à l'étranger, je pense qu'il se sent, il peut tout de suite le percevoir, mais un petit patron... En fait, c'est à la fois compliqué et très facile. Parce que un grand groupe du CAC 40, aller convaincre le patron, ça se fait, mais après, il y a une forme d'inertie. C'est pour ça qu'on utilise la réglementation, on utilise la loi, de manière à donner un certain tempo et à s'assurer que ça va bien être fait jusqu'au bout. Un patron de PME, j'en ai l'expérience, quand on va les voir et qu'on leur dit « attention, il y a telle menace », en 10 minutes, ils ont compris. Et au bout de 10 minutes, la question, c'est « mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai compris, qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, il faut être capable d'apporter des solutions concrètes à leur niveau. Alors, l'étape d'après, et ça c'est peut-être votre rôle, c'est comment finalement on sensibilise tout le monde. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sensibilise tout citoyen, vous, moi, et tout le monde. Il faut le faire. Il faut clairement que... Alors, on ne va pas transformer tout le monde en expert de cybersécurité, ça n'a aucun sens. Par contre, il faut que chacun ait les bons réflexes. On parle parfois d'hygiène informatique. On se lave les mains avant de passer à table. Et bien, quand on utilise un smartphone ou un ordinateur portable, c'est pareil, il y a des règles élémentaires sur les mots de passe, sur les clés USB, sur quand je reçois un message bizarre, qu'est-ce que je fais? C'est relativement simple, mais en même temps, il faut l'expliquer aux gens au bon moment. Et ça, c'est très important pour protéger leur sécurité à titre personnel, chez eux, mais également quand ils sont au sein de l'entreprise, quand ils sont dans leur milieu professionnel, où on voit que très souvent, les attaques, les très grosses attaques, y compris contre les très grands groupes, passent par des gens qui font des erreurs, volontairement ou pas, la plupart du temps ils ne le font pas volontairement, et il faut vraiment être capable de sensibiliser les gens à ces questions, jusqu'aux plus grands décideurs, y compris les décideurs politiques, ça fait également partie de nos missions. On est constamment en train d'expliquer, attention, ça c'est dangereux, faites ci, faites ça, de la manière la plus didactique possible, en tout cas je l'espère. Alors une question, parce qu'aujourd'hui la question de cyber, on l'englobe dans la matière de... on parle de cyberattaque, on parle de cyberguerre, on parle de cyberterrorisme. On est en France, la Défense nationale par exemple a décidé qu'il fallait mettre en place une 4e armée par la cyber. Donc on a vraiment ça en tête. Et vous avez organisé le 6 avril une conférence à l'UNESCO sur justement la cyberpaix. Qu'est-ce que vous entendez justement? C'est la voie complémentaire qu'il faut travailler sur l'un et sur l'autre? C'est exactement ça, c'est complémentaire. Les grands États vont développer des capacités offensives à des fins de renseignement, à des fins militaires. C'est pas un tabou, ça fait partie des doctrines. C'est l'évolution naturelle des conflits. Quelque part, le cyberespace devient, on parle de milieu de conflictualité. Avant, on faisait la guerre sur terre, sur mer, dans les airs, voire dans l'espace. Maintenant, on fait la guerre dans le cyberespace. C'est un état de fait. Il faut s'y préparer. C'est un premier pan. C'est plutôt bien fait, objectivement, notamment en France, mais également chez nos alliés. Le pendant, par contre, c'est... On ne doit pas faire que la guerre, c'est une évidence. On doit également être capable de faire la paix. Et qu'est-ce que ça veut dire faire la paix dans le cyberespace? Ça veut dire être capable de parler avec un nombre assez varié d'acteurs, de pays, qui ne sont pas toujours nos alliés, qui ne sont pas toujours nos amis, mais on a un intérêt commun à parler ensemble autour de ça. Et puis surtout, il faut établir les règles. Aujourd'hui, les règles, le droit international dans le cyberespace, il n'est pas établi. Parce qu'il n'y a pas de règles. Vous avez une expression que j'aime beaucoup quand vous parlez du cyberespace. Vous dites, c'est le Far West. C'est le risque. C'est ce que l'on veut éviter. On veut éviter que ça devienne un Far West. Il y a déjà des débuts de règles. L'ONU a fait des travaux très importants qui sont arrivés à une conclusion qui peut paraître évidente, qui est que le droit international s'applique dans le cyberespace. Rien que ça, c'est déjà pas simple à dire. Parce qu'il n'y a pas de législation. Il n'y a pas de législation, il n'y a pas de cadre encore. Il y a des concepts du monde physique qui vont se transcrire dans le monde numérique de manière plus ou moins facile, mais également des choses qui sont complètement nouvelles. Et puis il y a surtout le fait qu'il n'y ait pas de frontières dans le cyberespace, ou très très peu, ça change énormément de choses. Le fait qu'on ne puisse pas
vraiment détecter d'où viennent les attaques, ça change énormément de choses. Donc c'est autour de ça qu'il faut travailler. Une attaque, il faut à la fois remonter à celui qui attaque, mais pouvoir aussi, quelque part, le contraindre par des règles de justice à être responsable de son attaque. Avant même tout ça, il y a des règles de comportement à mettre en place. Qui on autorise, par exemple, à développer des armes informatiques? Est-ce que chaque industriel a le droit de développer des armes informatiques? Nous, on pense que non. Est-ce que chaque victime a le droit de riposter, de faire de l'autodéfense, d'une certaine manière? Dans notre vie de tous les jours, au moins en France, si on est agressé, on fait appel aux forces de l'ordre. Si on est victime d'un préjudice, on fait appel à la justice. Dans le cyberespace, est-ce que ça doit être différent? Ou au contraire, est-ce qu'il faut s'interdire de contre-attaquer, sans trop savoir d'où vient l'attaque, d'ailleurs, ce qui est un vrai souci, ou bien est-ce qu'il faut faire appel à des capacités régaliennes? Nous, on est plutôt sur cette deuxième voie. Une chose aussi, la France, qui est le pays des droits de l'homme, dit quand même que finalement, dans ce cyberespace, il faut aussi penser au respect des droits humains. Bien sûr. Bien sûr, ça en fait totalement partie. Le citoyen numérique a des droits dans le cyberespace. On a du mal à l'imaginer. Bien sûr, mais on y va tout droit. Il y a un domaine qui commence déjà à être très, j'allais dire à la mode, c'est plus qu'une mode, heureusement, c'est la protection des données personnelles. Mes données personnelles qui se retrouvent dans le cyberespace, quels droits j'ai dessus, qu'est-ce que les gens peuvent faire avec, quel est le niveau de protection qui doit être appliqué à ces données personnelles. On le voit quand on parle avec nos alliés européens. Ça se passe plutôt bien, on arrive à converger. Quand on parle avec les Américains, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas la même conception des choses. Et puis quand on parle avec des pays encore plus lointains, là pour le coup, la notion même de droit, de démocratie n'est pas la même. Et donc là, ça devient très intéressant d'un point de vue droit international. C'est passionnant. Merci beaucoup Guillaume Poupart, parce que le temps passe vite. Merci de cet entretien. Voilà, à France 24. Et effectivement, pour répondre à toutes ces questions, parce que derrière, s'il n'y a pas de loi qui est mise en place, et bien des fois, ce sont les entreprises, le commerce qui met les choses en place. Bonne suite de programme sur France 24.